Non. Est-ce qu'il y a au moins une personne qui m'entend? Oui, c'est bon, tu peux y aller, Boris. Parfait, super, merci. Donc, bonjour et bienvenue à tous. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui nous intéresse pas mal en urgence, mais aussi en soins intensifs, et un sujet qui est assez peu abordé finalement. Donc, c'est le sujet des œdèmes pulmonaires non cardiogéniques. Donc, alors, est-ce que ça marche? Tac. Le plan va être le suivant. On parlera dans un premier temps de physiopathologie, une partie sur la physiopathie générale des œdèmes pulmonaires et puis une partie sur la physiopathologie des œdèmes pulmonaires non cardiogéniques et surtout des différents types que l'on peut rencontrer. Alors, vous inquiétez pas, j'essaie d'alléger un petit peu cette partie et de simplifier, car je sais que des fois, c'est un petit peu lourd à suivre. Et puis, dans un troisième temps, on parlera de la mise en évidence de ces œdèmes pulmonaires non cardiogéniques, donc comment les diagnostiquer en somme. Et enfin, on verra leur prise en charge thérapeutique, donc un plan assez classique mais efficace, je l'espère. Et on va commencer avec la physiopathologie générale des œdèmes pulmonaires. Donc, avant de parler d'œdème pulmonaire, on va parler d'œdème tout court. Un œdème, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une accumulation anormale de liquide dans les tissus, puis ça peut concerner n'importe quel tissu. Alors, quelle est la raison à ça? Eh bien, c'est principalement des modifications des paramètres qui vont contrôler normalement les échanges à travers la paroi des capillaires. Alors, petit rappel de prépa et d'école, un capillaire, ou plus exactement un réseau capillaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un réseau de tout petits vaisseaux qui sont situés entre une artériole et une vénule et qui vont avoir la propriété de permettre des échanges avec l'interstitium. Okay, ces échanges, ils sont régis par des forces physiques dans le capillaire et dans l'interstitium. Alors, tout d'abord, dans le capillaire, on retrouve la pression hydrostatique capillaire, que j'ai notée ici PC, et qui est une force liée à la présence de liquide dans le capillaire qui va s'exercer contre la paroi des capillaires depuis l'intérieur. Okay. Ensuite, on va avoir la pression oncotique capillaire, que l'on note PC, qui, elle, est une force liée à l'attraction du liquide par les protéines plasmatiques. Okay, donc la force, elle va tirer, elle va garder le liquide en fait à l'intérieur du capillaire. Ensuite, on va avoir la pression hydrostatique interstitielle, notée PI, qui, de la même façon, est une force liée à la présence de liquide, mais cette fois dans l'espace interstitiel, qui va aussi s'exercer contre la paroi des capillaires, mais depuis l'extérieur. Okay. Et enfin, la pression oncotique interstitielle, notée PI, qui, elle, est une force liée à l'attraction du liquide par les protéines de l'interstitium et qui va s'opposer à la pression hydrostatique interstitielle. Okay. Le bilan de ces forces, il est défini par delta P, la pression transcapillaire, qui n'est autre en fait que la différence entre les forces qui vont dans le sens de l'échappement des liquides des capillaires et des forces qui vont dans le sens de la rétention de ces liquides. Okay. Donc globalement, physiologiquement, on va avoir des échanges qui vont dans le sens d'une filtration. C'est pour ça que j'ai représenté une grosse flèche vers l'extérieur, donc dans le sens de la filtration, et une toute petite flèche dans le sens de la réabsorption. Donc globalement, les échanges vont dans le sens d'une filtration. Et le liquide, une fois qu'il est dans l'espace interstitiel, il est drainé par la circulation lymphatique. Donc, si on revient à notre définition précédente, on a dit qu'un œdème, c'était une accumulation anormale de liquide dans les tissus qui était causée principalement par des modifications des paramètres qui contrôlent normalement les échanges à travers les parois des capillaires. Donc, ces paramètres, quels sont-ils? Donc, il y a pression transcapillaire, delta P, qu'on vient de définir, mais il y a également la perméabilité capillaire. Okay, ça paraît assez logique de se dire que plus la paroi est perméable, plus il y a de filtration. Et à l'inverse, moins la paroi est perméable, moins il y a de filtration. Alors, pourquoi j'ai mis principalement, pourquoi j'ai inséré cette subtilité?
car pour être exact, il faut aussi penser à tous les dysfonctionnements du drainage lymphatique. Okay, et on peut avoir, par exemple, une obstruction lymphatique qui fait que le drainage va moins bien se faire. Et donc ça peut participer aussi à la formation d'un œdème. Alors tout ce qui est dysfonction de drainage lymphatique, on va laisser ça de côté aujourd'hui, mais ça existe aussi. Donc globalement, on a vu jusqu'à maintenant comment se former un œdème. Et ce que j'ai décrit là, c'est valable pour tous les tissus, et en particulier pour le tissu pulmonaire qui nous intéresse aujourd'hui. Donc vous savez comment se forme un œdème pulmonaire. Il y a une accumulation de liquide dans le tissu du fait soit d'une augmentation de la pression transcapillaire, soit d'une augmentation de la perméabilité capillaire. Et j'insiste vraiment là-dessus parce qu'on va utiliser que ça dans les prochaines diapos. Okay, donc deux possibilités. Alors, si c'est OK, on va pouvoir s'échauffer maintenant avec un petit exemple qui est en dehors du sujet d'aujourd'hui, mais qui reste intéressant et assez indispensable à maîtriser, puisque c'est l'exemple de l'œdème pulmonaire cardiogénique. Okay, important parce que c'est le type d'œdème pulmonaire qui, malgré tout, est le plus courant. Alors, comment ça se passe ici? On a une maladie cardiaque, donc par exemple une maladie valvulaire dégénérative, assez classiquement, qui fait que la circulation cardiovasculaire se fait pas bien. Donc dans ce cas précis, on a une valve mitrale qui n'est pas étanche et qui autorise un reflux sanguin à la systole du ventricule gauche vers l'atrium gauche. Okay, et donc ça, finalement, c'est une insuffisance du cœur gauche à assurer sa fonction. Sa fonction, c'est de faire avancer le sang dans le bon sens, du ventricule gauche vers l'aorte. Okay, donc là, il n'arrive pas, c'est une insuffisance. Ce reflux, il va augmenter la pression dans l'atrium gauche, et cette augmentation de pression dans l'atrium gauche va être transmise aux veines, aux vénules et aux capillaires pulmonaires. Okay, ce qui fait que ça va augmenter la pression hydrostatique dans les capillaires pulmonaires. Et donc, si on suit la formule qu'on a vue précédemment, si on a une augmentation de la pression hydrostatique capillaire, PC, on a aussi une augmentation de la pression transcapillaire. Okay, donc, la cause de l'œdème dans le contexte de l'œdème pulmonaire cardiogénique, c'est ici une augmentation de la pression transcapillaire. Okay, dans la même catégorie, on va aussi avoir tout ce qui est surcharge liquidienne, qui va conduire aux mêmes conséquences, avec à la clé une insuffisance cardiaque du cœur gauche à gérer la quantité de fluide qui lui est apportée. Alors maintenant, le cas de l'œdème pulmonaire non cardiogénique. Donc je vous coupe immédiatement le suspense, je vous donne la solution. Globalement, il peut y avoir une augmentation de la perméabilité capillaire et ou de la pression transcapillaire, mais cette fois sans lien direct avec une cause cardiaque ou une surcharge liquidienne, puisque ça, c'est ce qu'on vient d'évoquer, c'est le cas de l'œdème pulmonaire cardiogénique. Donc, si je résume ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a deux possibilités de faire de l'œdème, soit par une augmentation de la pression transcapillaire, soit par une augmentation de la perméabilité capillaire. Dans le cas de l'œdème pulmonaire cardiogénique, c'est une augmentation de la pression transcapillaire. Et dans le contexte de l'œdème pulmonaire non cardiogénique, ça peut être les deux. Okay, donc, si on va un petit peu plus en détail et qu'on étudie chaque type d'œdème pulmonaire, cette fois, œdème pulmonaire non cardiogénique, on a tout d'abord l'œdème pulmonaire dans le contexte du SDRA. Donc, le SDRA, c'est le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Donc, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Pour rappel, le SDRA, c'est une forme gravissime d'insuffisance respiratoire qui est caractérisée par une hypoxémie. Donc, une hypoxémie, c'est une oxygénation insuffisante du sang, donc une hypoxémie qui va être majeure et qui va être due à une atteinte pulmonaire, inflammatoire diffuse, aiguë, okay, qui va entraîner une augmentation de la perméabilité, la perméabilité des capillaires dans les alvéoles, des alvéoles, pardon. Donc finalement, dans le cas du SDRA, c'est assez simple. Ce qui va causer l'œdème pulmonaire, c'est l'augmentation de la perméabilité capillaire.
il y a des facteurs prédisposants au SDRA. Les facteurs incluent des causes pulmonaires et puis des causes extra-pulmonaires. Dans les causes pulmonaires, on a classiquement les pneumonies par aspiration, la noyade, l'inhalation de fumée. Et puis dans les causes extra-pulmonaires, on retrouve des intoxications, la pancréatite, des états de choc, un sepsis et éventuellement une coagulation intravasculaire disséminée. Alors, pour aller un petit peu plus loin, un peu plus en détail dans le SDRA, il faut savoir que le SDRA est divisé en différentes phases physiopathologiques qui correspondent en fait à des changements histologiques, des changements histologiques de la membrane alvéolo-capillaire. Vous vous rappelez, la membrane alvéolo-capillaire, c'est cette structure spécialisée dans les échanges gazeux qui va du capillaire à l'alvéole. Donc là, on a tous les éléments de la membrane alvéolo-capillaire. On a les alvéoles, le tissu interstitiel et les capillaires. Alors, la première phase, c'est une phase qui va être dite exsudative, qui va être caractérisée par une fuite de liquide depuis les vaisseaux vers le tissu interstitiel et les alvéoles. Et avec ça, on va avoir une infiltration de cellules inflammatoires. On va aussi avoir des thromboses et des hémorragies, tout ça du fait d'une atteinte de l'endothélium capillaire. On va avoir du coup, avec cette infiltration, un œdème qui va être assez riche en protéines dans les alvéoles. Et c'est surtout, alors quelque chose qui est assez caractéristique du SDRA, c'est la formation de dépôts de protéines et de débris cellulaires qu'on appelle des membranes hyalines et qu'on retrouve dans cette première phase. Et c'est des choses assez caractéristiques à l'histologie, c'est pour ça que j'en parle. Et voilà. Et donc, il va y avoir un autre effet de l'œdème alvéolaire. Vu qu'on a du coup du liquide qui arrive dans les alvéoles, on va aussi diluer le surfactant. Le surfactant, pour rappel, ça permet la tension de surface des alvéoles et ça permet de les garder béantes, pour permettre les échanges. Donc, si on dilue le surfactant, on va avoir un surfactant moins efficace et ça va mener à un affaissement des alvéoles. Donc, on va avoir moins d'alvéoles qui vont participer aux échanges respiratoires. Et en parallèle de ça, vu qu'on a vu qu'il y avait une destruction de cette membrane alvéolo-capillaire, on va avoir des pneumocytes de type 1 qui sont là normalement en bordure de l'alvéole, qui vont être remplacés par des pneumocytes de type 2, mais qui, eux, vont avoir perdu la capacité à faire du surfactant. Et ça va favoriser davantage l'affaissement alvéolaire, puisque plus de surfactant, plus de tension de surface. La deuxième phase, on va avoir une phase proliférative qui va être caractérisée justement par ces pneumocytes de type 2 qui vont continuer à remplacer les pneumocytes de type 1 et une fibrose débutante, aussi bien dans les alvéoles que dans le tissu interstitiel. Et la dernière phase, c'est une phase où on va avoir beaucoup de fibrose caractérisée par un dépôt de collagène, aussi bien dans les alvéoles que dans le tissu interstitiel, que dans les vaisseaux. Globalement, la phase proliférative et la phase fibrotique se superposent. C'est pour ça qu'on parle de phase fibroproliférative. Voilà. Donc, finalement, si on veut faire un résumé grossier, on a une phase d'exsudation où on a la formation de notre œdème, beaucoup d'inflammation, et une phase où on a un tissu qui devient plus fibrotique. Voilà. S'il y a une seule chose à retenir de ça, c'est voilà, une phase d'œdème avec de l'inflammation et une phase où il y a de la fibrose qui se met en place. Rien de plus. Deuxième type d'œdème pulmonaire non cardiogénique, c'est l'œdème pulmonaire neurogène. Alors, lui, il est décrit après une atteinte cérébrale aiguë, dont les origines les plus courantes sont les traumatismes crâniens, les crises convulsives, mais aussi les électrisations. C'est les causes les plus fréquemment rapportées. Alors, comment ça se passe ici? Ces atteintes cérébrales aiguës, elles entraîneraient a priori une stimulation sympathique massive. Et cette stimulation sympathique massive, comme tout effet sympathique, va avoir des effets vasoconstricteurs sur le système cardiovasculaire. Ça va être une vasoconstriction qui va être assez généralisée, mais plutôt inégale. Inégale parce qu'elle ne va pas être de la même amplitude sur le réseau artériel et le réseau veineux,
et pas non plus la même sur la circulation pulmonaire et la circulation systémique. Ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, elle est inégale et que, in fine, on a un déplacement de la masse sanguine plutôt vers la circulation pulmonaire. Okay. Si on a un déplacement de la masse sanguine vers la circulation pulmonaire, eh ben, on va avoir une surcharge en volume et en pression de notre circulation pulmonaire. S'il y a une augmentation du volume de la pression, ça veut dire qu'on va avoir une augmentation de la pression hydrostatique capillaire. Et donc, toujours avec la même formule, si on a une augmentation de la pression hydrostatique capillaire, une augmentation de la pression transcapillaire. Okay. On va aussi avoir, du fait de cette surcharge en pression en volume, des lésions endothéliales qui, elles, vont être associées à une augmentation de la perméabilité capillaire. Donc finalement, dans l'œdème pulmonaire neurogène, on va avoir les deux mécanismes, et l'augmentation de la pression transcapillaire et l'augmentation de la perméabilité capillaire. Okay. Alors, il y a certains auteurs qui suggèrent qu'éventuellement, la stimulation sympathique pourrait augmenter directement la perméabilité capillaire. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ces petites flèches un peu plus transparentes. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans la littérature. Petit cas particulier de l'électrisation, donc c'est considéré comme une sous-catégorie d'œdème pulmonaire neurogène. Pour rappel, l'électrisation, c'est le passage d'un courant électrique dans le corps. À ne pas confondre surtout avec l'électrocution qui, elle, désigne la mort, en fait, secondaire au passage d'un courant électrique dans le corps. Les tissus nerveux vont avoir une forte propension à conduire l'électricité, ce qui finalement prédispose le système nerveux central à des dommages. Et il y a une deuxième chose, alors donc du coup, excuse-moi, donc des dommages centraux, et du coup, ça va faire cette décharge sympathique massive, comme on a décrit dans le cas général de l'œdème pulmonaire neurogène, mais également possible qu'il y ait une stimulation électrique directe des fibres nerveuses par l'électricité, et du coup, ces fibres nerveuses qui innervent le système cardiovasculaire. Il faut savoir que l'œdème pulmonaire neurogène, ce n'est pas vraiment une caractéristique courante. On aime bien l'évoquer, mais ce n'est pas vraiment courant dans les accidents électriques ou les frappes de foudre, puisque ça peut aussi arriver. C'est surtout qu'il faut penser, si vous avez de la dyspnée sur des cas d'électrisation, à d'autres choses, comme par exemple un œdème des voies respiratoires supérieures, ou alors une atteinte pulmonaire du fait de la conversion de l'énergie électrique en chaleur, donc éventuellement des brûlures pulmonaires. Tout ça, ça peut faire des difficultés respiratoires dans ce contexte d'électrisation, mais sans qu'il y ait d'œdème pulmonaire neurogène pour autant. Alors, troisième type d'œdème pulmonaire non cardiogénique, c'est l'œdème pulmonaire à pression négative. C'est quelque chose qui est rencontré secondairement à des obstructions des voies respiratoires supérieures. Alors, plusieurs possibilités, soit par étouffement par un obstacle externe, et là j'ai découvert qu'il y avait aux États-Unis, a priori, beaucoup de campagnes de prévention de l'étouffement par des paquets de chips, soit par strangulation, notamment avec des colliers étranglaires, soit par des corps étrangers pharyngiens, comme des balles. Donc, c'est ce qu'on voit ici chez ce chien. Donc, il y a une balle coincée dans le pharynx. Donc là, vous voyez bien à la radiographie. Et c'est aussi pour ça que certains constructeurs, du coup, produisent des balles perforées pour permettre au moins un flux d'air minimal. On peut aussi avoir une paralysie ou un œdème laryngé, un syndrome brachycéphale, un collapsus trachéal, ou bien encore diverses néoplasies. Donc, vous avez ici deux exemples. Par exemple, ici, un teckel miniature de 15 ans avec un polype inflammatoire. Et ici, vous avez un labrador de 5 ans avec deux rhabdomyosarcomes. Donc, il y en a un premier ici dans le nasopharynx qui est montré par cet astérisque noir ici. Donc, ici, on est censé avoir du noir, hein, c'est censé être de l'air, et du coup, avoir un nasopharynx qui est bien dégagé, ce qui n'est pas le cas. Et puis, un rhabdomyosarcome ici aussi, du tissu périlaryngé, qui est signifié ici par ces astérisques blanches, ou ici, ces petites flèches blanches aussi. Les deux tubes que vous avez ici, et que vous voyez en coupe transversale,
ce sont d'une part le tube endotrachéal et puis un tube placé dans l'oropharynx. Donc, comment ça se passe dans le contexte d'un œdème pulmonaire à pression négative? On va avoir une inspiration forcée contre une obstruction des voies respiratoires supérieures. Donc, il faut bien imaginer votre diaphragme qui va descendre pour forcer l'inspiration alors que vous avez des voies respiratoires qui sont obstruées. Ça va entraîner une diminution considérable de la pression dans le thorax et il va y avoir plusieurs conséquences à ça. D'une part, on va avoir une diminution de la pression hydrostatique, cette fois-ci interstitielle. Okay, on baisse la pression dans le thorax, donc la pression du tissu pulmonaire va diminuer. Okay, on va aussi avoir une augmentation du retour veineux. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un effet de succion. Donc, le retour veineux, c'est ce sang-là qui revient au cœur droit. Et pourquoi donc un retour veineux augmenté? Parce qu'avec la diminution de la pression intrathoracique, on va avoir cet effet de succion. C'est la même chose quand vous utilisez une paille. Vous appliquez une pression plus basse du côté où vous avez la paille dans la bouche, et du coup, vous allez avoir un fluide qui va se déplacer des pressions les plus hautes aux pressions les plus faibles. Et donc, c'est la même chose qui se passe ici. Donc, les pressions les plus hautes sont ici et les pressions plus faibles ici, puisqu'on a diminué la pression intrathoracique. Donc, hop, ça va aspirer. On va avoir, suite à cette augmentation de retour veineux, une augmentation de la pression hydrostatique, puisque du coup, il y a plus de sang qui revient au cœur droit, donc plus de sang qui va aller au poumon, et donc une augmentation de la pression exercée par le liquide sur les capillaires, donc la pression hydrostatique capillaire. Ces deux phénomènes, la diminution de la pression hydrostatique interstitielle et l'augmentation de la pression hydrostatique capillaire, ça va faire une augmentation de la pression transcapillaire, toujours avec la même formule qu'on a vue. S'il y a une augmentation de PC, on imagine bien qu'il y a une augmentation du delta P, la pression transcapillaire, et de la même façon, s'il y a une diminution de PI, donc vu qu'il y a un petit moins de vent, ça va participer à l'augmentation de la pression transcapillaire. Okay, il va y avoir d'autres phénomènes. Du fait de la diminution de la pression intrathoracique, on va avoir aussi une diminution du remplissage du ventricule gauche. Pourquoi? Eh bien, du fait en fait de l'augmentation du retour veineux. S'il y a une augmentation du retour veineux, on va avoir une dilatation du cœur droit. Et comme ce cœur droit, il est dépendant, ils sont interdépendants, les deux cœurs, donc on va avoir un cœur droit qui va pousser un peu sur le septum interventriculaire et qui va du coup laisser moins de place au sang qui revient des poumons pour rentrer dans le cœur gauche, dans le ventricule gauche. Okay, enfin, dans l'atrium, puis dans le ventricule gauche. Donc, c'est vraiment cette interdépendance des ventricules qui sont aussi situés dans un péricarde qui est assez peu extensible, qui fait qu'on a aussi une diminution du ventricule gauche, du remplissage du ventricule gauche. On va avoir une augmentation également de la post-charge du ventricule gauche. On a dit que c'était facile, en diminuant la pression intrathoracique, d'aspirer du liquide. De la même façon, on va avoir du mal à le faire repartir. Pareil pour les mêmes histoires de pression. Donc, on augmente la post-charge et du coup, on a du mal à expulser le sang dans l'aorte. Et donc, ces deux phénomènes-là participent également à la rétention de sang dans le réseau capillaire pulmonaire et donc du coup à l'augmentation de pression hydrostatique et donc de la pression transcapillaire. Okay. Du fait de la diminution intrathoracique, on va aussi avoir des lésions microvasculaires qui vont également contribuer à l'œdème, mais cette fois-ci par une augmentation de la perméabilité capillaire. Donc finalement, dans le contexte de l'œdème pulmonaire à pression négative, on a aussi les deux mécanismes qui sont là, l'augmentation de la pression transcapillaire et l'augmentation de la perméabilité capillaire. Enfin, il y a certains auteurs qui suggèrent que la dyspnée associée à l'obstruction des voies respiratoires et surtout le stress que ça va provoquer, ça va déclencher une décharge sympathique similaire à celle observée dans l'œdème pulmonaire neurogène. Donc, on pourrait avoir aussi ce mécanisme-là
pour expliquer l'œdème. Quatrième type d'œdème pulmonaire non cardiogénique, c'est l'œdème pulmonaire de réexpansion. Alors, c'est un phénomène qui est observé après une réexpansion iatrogène de poumons qui étaient au préalable affaissés. Donc, par exemple, lors d'un drainage de pneumothorax ou lors d'un drainage d'un épanchement pleural ou même des fois après une chirurgie thoracique, par exemple lorsqu'on corrige une hernie diaphragmatique. C'est un œdème qui va se développer, alors généralement dans les 24 heures, mais on a aussi des exemples avec une réexpansion qui déclenche un œdème dans les premières minutes. Okay, donc, il n'y a pas vraiment de règle. Alors, la physiopathologie de l'œdème pulmonaire de réexpansion, elle n'est pas complètement comprise. Il y a plusieurs théories qui existent et qui pourraient même coexister. Il y a une théorie qui propose que lors de réexpansion, le poumon il pourrait développer des pressions interstitielles négatives assez importantes et on pourrait aussi avoir des dommages à l'endothélium capillaire du fait des changements de pression et du coup, finalement, ce sont un peu les mêmes explications que ce que je viens de donner pour l'œdème pulmonaire à pression négative. Il y a une autre théorie qui suggère qu'il y a des médiateurs inflammatoires et notamment, vous savez, ces ROS, c'est ces espèces réactives de l'oxygène qui seraient libérées après cette situation d'ischémie et de reperfusion. Ces situations d'ischémie-reperfusion, ce sont des situations qui sont très inflammatoires et du coup, on aurait la libération de ces médiateurs de l'inflammation qui causerait en fait une altération de la membrane alvéolo-capillaire et qui augmenterait la perméabilité des capillaires. Ensuite, on lit des théories sur des anomalies du surfactant, des dommages directement hypoxiques aux capillaires et une augmentation aussi brutale de la pression artérielle pulmonaire puisque du coup, le poumon affaissé étant affaissé, il y a moins de circulation. Donc, quand on fait cette réexpansion, il y a une augmentation brutale de cette pression artérielle et donc une augmentation de la pression transcapulaire de façon assez brutale. Donc, dans ce type d'œdème, on a a priori à nouveau les deux mécanismes, l'augmentation de la pression transcapillaire et l'augmentation de la perméabilité capillaire. À noter juste, et c'est assez intéressant, on pense souvent que ce sont des atelectésies chroniques qui peuvent conduire à un œdème de réexpansion, mais on l'observe aussi avec des atelectésies même de quelques heures. Et on pense que la rapidité de drainage pourrait être un facteur plus que la quantité et le volume drainé. Okay. Il y a aussi, ce qui est discuté un petit peu dans les études, c'est aussi la dépression qu'on utilise pour tirer l'air ou le volume. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont débattues. Alors, dernier type d'œdème pulmonaire non cardiogénique qu'on va développer aujourd'hui, c'est l'œdème pulmonaire secondaire à la noyade. On va découper ici la physiopathologie en 3 phases. La première phase, c'est une phase d'apnée. Le chien tombe dans l'eau, il tente de retenir sa respiration. La deuxième phase, c'est lorsqu'il y a de l'eau qui pénètre dans l'oropharynx et le larynx. Ça va déclencher un laryngospasme d'origine vagale pour protéger les voies respiratoires. Alors, le problème, c'est que malgré ce laryngospasme, on va avoir des mouvements respiratoires qui vont être présents et éventuellement même accentués, mais sans qu'il y ait d'échange gazeux. Du coup, on va avoir une hypoxémie qui va se mettre en place. Et la troisième phase, c'est lorsque justement l'hypoxémie progresse et que le laryngospasme va s'interrompre, soit parce qu'il y a une perte de conscience, soit parce qu'il y a un dysfonctionnement hypoxique des nerfs laryngés du fait de l'hypoxémie. Et du coup, on va avoir une pénétration d'eau dans les voies respiratoires qui va avoir 2 effets. D'une part, ça va lessiver le surfactant, ce qui va mener à un effondrement alvéolaire, là encore. Et d'autre part, l'eau va altérer la barrière alvéolo-capillaire, ce qui va augmenter la perméabilité capillaire et donc entraîner l'accumulation de liquide dans l'interstitium et les alvéoles, d'où l'œdème pulmonaire. Mais donc, faut bien être raccord là-dessus. C'est que oui, il y a de l'eau qui rentre dans les poumons, mais il y a aussi la destruction de la barrière alvéolo-capillaire qui fait qu'on a une augmentation de la perméabilité capillaire et du coup, il y a des fluides qui arrivent
des capillaires, plus l'inflammation qui va avec. Okay, donc, ce n'est pas que l'eau de la piscine ou de la plage qui rentre dans les voies respiratoires et qui fait qu'on a de l'eau dans les poumons, c'est aussi un œdème du fait de cette augmentation de la perméabilité capillaire. Il y a d'autres mécanismes d'œdème pulmonaire dans ce contexte-là, dans ce contexte de noyade. Lors de la deuxième phase, on peut avoir une décharge sympathique en réponse au stress et à l'hypoxie, donc possiblement un œdème pulmonaire neurogène. Et on a aussi une inspiration contre glotte fermée, puisqu'on a le laryngospasme, qui fait qu'on peut avoir aussi possiblement un œdème pulmonaire à pression négative. Lors de la troisième phase, on va avoir la destruction de la membrane alvéolo-capillaire et du coup, je vous ai parlé d'inflammation, donc d'infiltration de cellules inflammatoires. Et tout ça, ça peut évoluer en SDRA, donc la première catégorie d'œdème pulmonaire non cardiogénique qu'on a vu aujourd'hui. Alors, comment on met en évidence ces œdèmes pulmonaires non cardiogéniques? Le diagnostic d'œdème pulmonaire non cardiogénique, il va reposer sur plusieurs choses. Comme toujours, une anamnèse rigoureuse qui va permettre d'orienter le clinicien vers le diagnostic et parfois la cause. Par exemple, je sais pas moi, un chien qui est connu qui est suivi pour une pneumonie, qui est sous traitement et puis c'est mal contrôlé et la pneumonie peut virer au SDRA. Okay, donc là, vous allez vous dire, bon, c'est possible d'avoir un SDRA, d'avoir un œdème pulmonaire non cardiogénique. Un examen clinique scrupuleux, avec possiblement la présence de difficultés respiratoires, ça reste un œdème pulmonaire, et notamment une dyspnée expiratoire, puisqu'on est sur une atteinte intrathoracique, avec des crépitements qui sont audibles à l'auscultation pulmonaire, et on n'oublie pas d'autres signes cliniques qui peuvent également suggérer un contexte au clinicien. Donc, par exemple, des signes de trauma, comme chez ce chien ici, ou alors des signes d'électrisation chez ce chat ici, avec des brûlures buccales ici au niveau du palais, de la langue et de la lèvre. Okay, donc là, dans ces deux contextes-là, vous dites bien qu'un œdème pulmonaire neurogène reste possible. Alors, le diagnostic, il repose aussi sur des examens d'imagerie médicale. Étant donné que ces patients sont généralement présentés instables, en détresse respiratoire, on va commencer par une échographie thoracique POCUS. Okay, donc POCUS, au chevet du patient. Voilà, ça va mettre en évidence des lignes B, qu'elles soient surnuméraires ou coalescentes. Donc, pour rappel, alors je ne sais pas si vous êtes familier avec des images d'échographie thoracique. On a ici cette ligne hyperéchogène qui est la ligne pleurale et qui correspond en fait à l'accolement de la plèvre pariétale et de la plèvre viscérale. Donc, la plèvre viscérale, c'est la plèvre pulmonaire. Les lignes B, ce sont des lignes hyperéchogènes qu'on voit ici, qui partent de la ligne pleurale et qui en descendent de façon perpendiculaire. Okay, les lignes B, elles vont aussi effacer les lignes A. Alors, on ne voit pas de ligne A ici, peut-être ici, mais les lignes A, ce sont des lignes qui sont parallèles à la ligne pleurale et qui sont en fait des artefacts de réverbération de cette ligne pleurale et donc qui vont être effacés dès lors qu'il va y avoir des lignes B. Les lignes B, on considère que c'est normal quand il y en a jusqu'à 3 par champ pulmonaire. Un champ pulmonaire, c'est en gros le champ qu'il y a entre deux côtes. Sinon, s'il y a plus que 3 lignes B, on va parler de lignes B surnuméraires, comme ici à gauche, ou alors de lignes B coalescentes, quand on ne peut plus les distinguer tellement il y en a. Okay, ces lignes B, elles traduisent une atteinte alvéolo-interstitielle, donc c'est assez peu spécifique. C'est quelque chose qu'on va avoir dans le cas d'un œdème pulmonaire, qu'il soit cardiogénique ou non cardiogénique. Mais attention, on retrouve ça aussi lors de pneumonie, de contusion pulmonaire, des fois sur des chats qui ont de l'asthme félin qui va être assez productif avec des sécrétions dans les alvéoles, on peut aussi retrouver ces lignes B.
Okay, donc, ce n'est vraiment pas un signe spécifique. Et si, dans le contexte, on hésite, par exemple, entre un œdème pulmonaire cardiogénique et un œdème pulmonaire non cardiogénique, alors pour faire le distinguo, on peut utiliser le POCUS cardiaque et, par exemple, mesurer le ratio atrium gauche sur aorte, qui, s'il est augmenté, va plutôt traduire un œdème cardiogénique. OK? Donc le POCUS cardiaque est quelque chose aussi qui est, qui peut être intéressant. Si l'état de l'animal le permet, on va réaliser des radiographies thoraciques. Alors, les radiographies thoraciques, elles vont généralement montrer un patron alvéolaire cododorsal. Alors ici, vous avez les radiographies d'un chat qui a subi une électrisation. Donc, c'est le petit chat dont on avait la photo là pour les brûlures dans la bouche. Donc, on a bien une opacification ici, alvéolaire. Donc, j'espère que les écrans traduisent bien cette opacification alvéolaire, qui est ici signifiée par les flèches et ici aussi, donc sur la vue de profil et la vue de face. Et donc, du coup, plutôt sur les lobes cododorsaux. Okay. On peut, alors, ce patron alvéolo-cododorsal, c'est la généralité, mais vraiment, on peut avoir des variations de ce schéma, notamment en fonction du type d'œdème non cardiogénique. Okay. Et surtout, en plus de ça, c'est pas fini, il faut veiller à ce qu'il y ait une absence de signes d'insuffisance cardiaque congestive. Parce que ça, ce patron alvéolaire cododorsal, vous pouvez le retrouver sur un œdème pulmonaire cardiogénique. Donc, c'est sûr que chez le chien, l'œdème pulmonaire cardiogénique, on le retrouve plutôt en région périhilaire. Chez le chat, un peu plus réparti. Donc, ça pourrait tout à fait être voilà, des images compatibles avec un œdème pulmonaire cardiogénique. Mais là, ce que vous avez en plus, c'est l'absence de signes de congestion cardiaque. Okay, la congestion, on la retrouve via quoi comme signe? Eh bien, via une cardiomégalie. La cardiomégalie, chez le chat, c'est quand on a un cœur qui dépasse 2 à 2,5 espaces intercostaux. Donc, ce qu'on n'a pas ici, on a bien notre cœur sur les 2 espaces intercostaux. Et puis, on aurait aussi une dilatation des vaisseaux pulmonaires qu'on n'a pas ici. Alors, les vaisseaux sont un peu plus difficiles à voir du fait de l'œdème, mais voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Donc, c'est quelque chose à rechercher. Donc, une absence de cardiomégalie, une absence de dilatation des vaisseaux pulmonaires. Okay. Il faut bien, quand vous regardez des radios, il faut bien trouver tous les indices qui expliquent le schéma et expliquent le cas, et il faut que le cas paraisse logique. Okay. S'il y a de l'œdème, si vous dites œdème cardiogénique, mais qu'il n'y a pas de congestion, et bien à ce moment-là, ce n'est pas quelque chose de cardiaque qui explique l'œdème. Donc, il faut rechercher autre chose. Petit cas particulier du SDRA, en plus des lésions radiographiques, le diagnostic du SDRA est basé sur la présence de 4 autres critères qui sont adaptés de la médecine humaine. Ces 4 critères, quels sont-ils? Numéro 1, l'apparition aiguë, en moins de 72 heures, d'une tachypnée, une difficulté respiratoire au repos. La présence d'un facteur de risque. On parlait tout à l'heure typiquement du patient qui vient avec sa pneumonie. Donc, le facteur de risque, ça peut être une inflammation, une infection, une septicémie, un syndrome de réponse inflammatoire systémique, des traumatismes sévères, etc., etc. On a aussi une fuite capillaire pulmonaire, mais sans augmentation de la pression capillaire pulmonaire. Donc, globalement, il faut réussir à expliquer qu'il y a une fuite des capillaires, mais sans augmentation de pression. Donc, plutôt lié à une augmentation de la perméabilité. Globalement, ça, c'est impossible à prouver. Et ce qui est fait et ce qui est suffisant en clinique, c'est de montrer l'absence de signes d'insuffisance cardiaque gauche et que, voilà, que ce n'est finalement pas un œdème pulmonaire cardiogénique auquel on a affaire. Des échanges gazeux inefficaces avec notamment une hypoxémie qui est traduite par une PaO2 inférieure à 80 mm de mercure et un rapport PaO2 sur FiO2. La FiO2, c'est la fraction inspirée en oxygène inférieure à 300 mm de mercure. Et ça, c'est valable sur des patients qui ne sont pas ventilés mécaniquement. On a un cinquième critère qui est facultatif et qui serait de démontrer
la présence d'une inflammation pulmonaire diffuse. Et donc ça serait au moyen d'un lavage broncho-alvéolaire. Alors, voyons maintenant la prise en charge thérapeutique de ces œdèmes pulmonaires non cardiogéniques. Alors, d'abord, la stabilisation initiale. Comme toute condition respiratoire, comme toute condition respiratoire critique même, on administre un sédatif, classiquement du butorphanol, de 0,2 à 0,4 mg/kg, a priori en voie intramusculaire, puisque vous êtes dans la situation où l'animal vient d'arriver, vous n'avez pas de voie veineuse, vous ne voulez pas le stresser davantage en posant un cathéter, donc c'est en IM. Et puis en oxygène. L'oxygénothérapie, donc vaste sujet qui pourrait faire une conférence entière. Le principe, c'est d'administrer un air qui va être enrichi en oxygène pour augmenter la fraction inspirée en oxygène, la FiO2 dont on a parlé tout à l'heure, et du coup améliorer l'oxygénation du sang. Plusieurs méthodes d'oxygénation existent et sont à votre disposition, vous les connaissez. Le flow-by, avec donc, un débit de 2 à 3 litres par minute pour atteindre des FiO2 de 25 à 40%. La cage à oxygène, donc une vraie cage à oxygène, c'est une cage où on contrôle la FiO2, où on contrôle l'évacuation du CO2, où on contrôle l'humidité et où on contrôle aussi la température. Donc ça, c'est des vraies cages à oxygène. Si vous n'avez pas ça, vous faites avec les moyens du bord. Mais du coup, voilà, dans ce type de cage, le débit est adapté en fonction de la fraction en oxygène désirée. Donc on rentre la FiO2 désirée, enfin qu'on souhaite, pardon, et puis c'est la cage qui adapte son débit. Ça peut permettre d'atteindre des FiO2 de 40 à 60%. Ensuite, on va avoir le masque. Donc ça, c'est des débits classiquement à 200 ml par kilo par minute. Et ça permet d'obtenir des FiO2 allant de 35 à 60%, dépendamment de l'ajustement du masque. Les lunettes nasales, donc des débits qui vont de 50 à 150 ml par kilo par minute. Ça permet d'atteindre des FiO2 de 30 à 60%. C'est assez contraignant parce que voilà, un coup de patte et puis les lunettes oxygènent le milieu extérieur, donc c'est à surveiller. Là, vous voyez les petites choses qui ont été mises en place pour éviter ça. Donc, on a un petit scotch pour renforcer le U et puis des petits points qui sont placés pour maintenir bien les petites sorties d'oxygène, donc des petits points près de la truffe. On a ensuite les canules nasales, donc là sur un débit similaire de 50 à 150 ml par kilo par minute, qui permet d'obtenir des FiO2 un petit peu supérieurs, de 30 à 70%, mais c'est surtout que c'est beaucoup plus pratique parce que ça tient. Donc là, il y a des petits papillons qui ont été mis en place. On peut faire aussi un lassage chinois. Voilà, différentes variantes. La méthode d'oxygénothérapie, vous allez la choisir dépendamment de l'animal, dépendamment de sa dyspnée, dépendamment de son état de stress. Globalement, c'est un animal qui est ultra stressé. Vous n'allez pas vous amuser à lui poser une canule nasale tout de suite. Quoi. Vous allez essayer de stabiliser un petit peu avec d'autres moyens, la sédation, d'autres mesures d'oxygénothérapie. Donc, voilà. Et lorsque tout ça se révèle insuffisant, on passe à une oxygénothérapie haut débit. Ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup et qu'on voit de plus en plus depuis les années 2020, le début des années 2020. L'oxygénothérapie, ça permet, comme son nom l'indique, l'administration de très, très haut débit d'oxygène. Et ça, c'est possible grâce à une humidification de l'oxygène, avec une humidité relative qui peut monter jusqu'à 100%, et le fait de chauffer aussi l'air. Donc, c'est un air qui est chauffé à 34-37 degrés, en plus d'être humidifié. Le fait que ça soit chauffé, le fait que ça soit humidifié, ça rend le débit beaucoup plus confortable et toléré par l'animal. Et c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire puisque des patients qui passaient autrefois sur ventilation mécanique ne le nécessitent aujourd'hui plus grâce à cette technique d'oxygénothérapie haut débit. Okay. Les débits, ça va globalement de 400 ml à 2 litres par kilo par minute. Donc, même si on veut voir vraiment les vraies recommandations, c'est 1 à 2 litres par kilo minute. Donc, c'est quelque chose qui est assez extrême.
avec une FiDO2 qui est réglée directement sur la machine et qui peut être réglée de 21 à 100% de FiDO2. Okay. Lorsque vraiment c'est insuffisant, on a encore la possibilité de la ventilation mécanique. Donc, les indications pour mettre en place une ventilation mécanique, c'est une hypoxémie sévère qui va être réfractaire à une oxygénothérapie. Mais bon, si on a par exemple de l'oxygénothérapie haut débit, il faut vraiment y aller pour que ça soit réfractaire. Donc, hypoxémie, donc une hypoxémie sévère, c'est une PA de O2 inférieure à 60 mm de mercure. Ou alors une hypercapnie sévère, une PA de CO2 supérieure à 60 mm de mercure couplée à un pH inférieur à 7,2, donc très acide, et ou un effort respiratoire excessif avec une fatigue respiratoire. Et donc là, on va passer sous ventilation mécanique. Mais il faut savoir, il faut garder à l'esprit que c'est une procédure très invasive qui a beaucoup d'inconvénients. On a besoin d'une anesthésie générale en continu, donc on a les risques qui vont avec. On a besoin de faire des soins fréquents particuliers, donc des changements des nettoyages de sonde endotrachéale, des changements de sonde endotrachéale, et surtout, on a besoin d'une équipe technique qui est dédiée et qui est très qualifiée. Donc tout ça, ça veut dire aussi des coûts beaucoup plus élevés. En général, les œdèmes pulmonaires non cardiogéniques ne le nécessitent pas, sauf le SDRA, qui, lui, souvent nécessite une ventilation mécanique. Les chiffres qu'on a, c'est que 42 à 50% des chiens avec un SDRA nécessitent une ventilation mécanique et 80 à 100% des chats. Donc, en dehors de ce cas particulier du SDRA, c'est très rare d'arriver à la ventilation mécanique sur les autres types d'œdèmes non cardiogéniques. Les autres médicaments, alors j'imagine que vous pensez au furosémide. Donc, comment ça fonctionne, le furosémide? Pour rappel, le furosémide, c'est au niveau des reins que ça se passe. C'est un diurétique de Lens, okay, qui va agir sur l'inhibition de la réabsorption de sodium. Donc, on réabsorbe moins de sodium, donc on réabsorbe moins d'eau. Et si on réabsorbe moins d'eau, alors on va diminuer la pression hydrostatique qu'il y a dans les capillaires pulmonaires. Okay. Donc, l'idée du furosémide, c'est de stopper la formation d'œdème pulmonaire quand il est dû à une augmentation de la pression hydrostatique capillaire. Mais c'est bien le drainage lymphatique qui va réduire l'œdème existant. Okay. Alors, je répète parce que c'est super important. On réabsorbe moins de sodium, donc on réabsorbe moins d'eau. Et du coup, si on réabsorbe moins d'eau, on diminue la pression hydrostatique capillaire. Okay. Donc, on stoppe la formation de nouvel œdème, mais ce n'est pas le furosémide en soi qui va accélérer la réabsorption. Okay. C'est bien le drainage lymphatique qui réabsorbe l'œdème qui est déjà formé. Pardon. Okay. Donc, par exemple, donc là, je fais un petit aparté. Dans le cas d'un œdème pulmonaire cardiogénique, où on utilise le furosémide classiquement, eh ben, on ne va pas s'exciter dessus non plus si vous trouvez que l'œdème ne se résorbe pas assez vite. Okay. Le risque, c'est bien de faire tomber votre patient en hypovolémie, okay, puisque vous allez tirer l'eau qu'il y a les fluides qu'il y a dans le système vasculaire, et donc vous le faites tomber en hypovolémie, et là vous avez tout gagné, car en plus d'être en choc cardiogénique, il est en choc hypovolémique, donc vous lui infligez une double peine. Donc, dans le cas particulier de l'œdème non cardiogénique, cette fois, étant donné que dans certains cas, on a vu que le mécanisme d'apparition de l'œdème, c'était une augmentation de la pression hydrostatique capillaire, alors on peut envisager l'emploi du furosémide. Okay. Et encore, alors moi je ne suis pas spécialement d'accord avec ça, puisque souvent cette augmentation de pression hydrostatique, elle est assez temporaire, elle est limitée dans le temps. Donc si on pense par exemple à l'œdème pulmonaire neurogène, la stimulation sympathique, elle ne dure pas a priori. Donc si vous voulez en faire, vous pouvez en faire. Ce qui est recommandé, c'est une injection unique de furosémide de 1 à 2 mg kg, mais pas plus. Okay. Et il faut savoir qu'il y a globalement peu de preuves de l'efficacité clinique. Dans tous les cas, si votre patient est en hypovolémie, le furosémide est totalement contre-indiqué. Okay. J'en profite aussi pour dire que maintenant qu'on a bien compris la physiopathologie des œdèmes, quand vous avez un œdème d'un tissu mou, parce que souvent il y a une inflammation,
L'inflammation, c'est surtout, enfin, ça va provoquer une augmentation de la perméabilité capillaire et pas du tout une augmentation de pression transcapillaire. Donc, jamais vous n'utilisez de furosémide dans ces cas-là. OK. Donc, c'est vrai qu'on voit des fois des praticiens qui utilisent du furosémide pour réduire un œdème, je sais pas moi, qu'on peut avoir au niveau de la cuisse, au niveau du flanc, et cetera. Non, ça a pas de sens si la physiopathe derrière, c'est une augmentation de la perméabilité capillaire. Alors, les autres thérapies, corticostéroïdes, vasodilatateurs, bronchodilatateurs, aucun ne s'est réellement montré bénéfique dans les études, donc on ne fait aucune recommandation et surtout on ne les utilise pas parce qu'il y a vraiment, pour le coup, pas de preuves et pas vraiment d'intérêt, même d'un point de vue physiopathe, là-dessus. OK. Et bien évidemment, comme toujours, on essaye d'ambitionner la résolution de la cause initiale. Voilà, donc par exemple, s'il y a un SDRA, bah, on traite la cause du SDRA. S'il y a une maladie neurologique, puisqu'on a parlé éventuellement de crise épileptique qui pouvait déclencher un œdème pulmonaire neurogène, et ben, on traite la maladie neurologique. S'il y a une obstruction des voies respiratoires, évidemment qu'on essaye de résoudre l'obstruction des voies respiratoires, etc., etc. Donc, les messages importants à emporter avec soi, rappel sur la physiopathologie, l'œdème se forme soit par, enfin, l'œdème pulmonaire non cardiogénique, parce que c'est ce dont on a parlé essentiellement aujourd'hui, ça se forme par augmentation de la perméabilité vasculaire ou par augmentation de la pression transcapillaire pulmonaire, mais sans cause cardiaque et sans surcharge liquidienne. Okay, sinon, ça, on est dans le cas de l'œdème pulmonaire cardiogénique. Quelle cause? Le SDRA, une condition neurologique aiguë pour l'œdème pulmonaire neurogène, une obstruction des voies respiratoires supérieures pour l'œdème pulmonaire à pression négative, une réexpansion iatrogène pour l'œdème pulmonaire de réexpansion, une noyade, et puis en fait, il en existe d'autres, des œdèmes pulmonaires non cardiogéniques sur des médicaments, sur des transfusions. Voilà, donc là, ce que j'ai développé aujourd'hui, c'est vraiment les principaux. Et puis, comment on diagnostique ça? Avec un contexte anamnésico-clinique assez complet et des examens d'imagerie médicale, surtout le POCUS en priorité. Et puis, la prise en charge, ça va passer essentiellement par de l'oxygénothérapie, ventilation mécanique au besoin, furosémide entre parenthèses et la résolution de la cause sous-jacente, si c'est possible. Et c'est tout pour moi. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Si j'ai pas perdu tout le monde. Merci Boris. Non, non, t'as pas perdu tout le monde. Très intéressant. OK. Le rappel de physiopathe, c'était pas mal. Comment? Les rappels de physiopathe, c'était pas mal. OK, bon, c'était clair. Je pense. Donc, je sais pas si on est combien? On a 13 personnes quand même. Je sais pas s'il y a des questions. Mais c'est que tu étais super clair en fait. Ouais. Non? Bon. Voilà, Sylvain répond comme moi, c'était très clair. OK, parfait. Bon, bah, si jamais il y a des questions qui apparaissent après coup, je peux y Oui, bah, répondre quand même. dans ce cas-là, je transmettrai ou vous envoyez à Boris. Parfait. Bon, bah, c'est tout bon pour moi et puis, bah, bonne journée alors. Bah, merci beaucoup Boris, passe une bonne journée. Toi aussi. Salut! Bye. Salut.